Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier carrefour de l'information. Le vice-président de la République a clôturé vendredi la réunion de haut niveau sur la nutrition autour du thème renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Timoko Meillet-Koné a appelé à une mise en œuvre rapide des résolutions de la déclaration d'Abidjan. Autre cérémonie de clôture, celle de la 10e édition des journées de l'administration agricole délocalisée à Bongouanou. Le Premier ministre Patrick Achi a fait un important don de matériel agricole estimé à 1,5 milliard de francs CFA, un don du gouvernement aux professionnels du monde agricole. Et puis c'est un phénomène qui sème le désordre à l'approche des fêtes de fin d'année. Zoom ce soir sur les congés anticipés, un phénomène symptomatique d'une école ivoirienne malade. Le combat du gouvernement et des ONG à la loupe ce soir dans un dossier de la rédaction de RTI1. Voilà pour les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevait ce vendredi la ministre française des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna. Les échanges ont permis d'évoquer le renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et un certain nombre de trafics ont été également abordés. Je vous le disais il y a quelques instants, Abidjan abritait depuis mardi la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. C'était le thème de la rencontre qui a accouché de la déclaration d'Abidjan. Elle demande aux États d'accélérer la mise en œuvre des différentes décisions et projets pour une réduction accrue de la malnutrition sur le continent. Une session clôturée par le vice-président de la République, Timoko Meillet-Koné. Un compte-rendu de Franck Kodio. Après la rencontre des experts, la réunion de haut niveau d'Abidjan sur la nutrition à l'échelle du continent clôt ses portes. 3 jours de réflexion, puis une déclaration, celle d'Abidjan résumée par la commissaire de l'Union africaine chargée du développement social. Il a été retenu, mesdames et messieurs, la nécessité de prendre des mesures urgentes pour établir des partenariats solides dans le cadre d'une approche qui soit globale, qui soit systémique et surtout une approche coordonnée au niveau de nos États membres. Nous ne pouvons pas avoir des résultats fiables si nous n'avons pas de données fiables et de systèmes d'information qui puissent nous permettre d'éclairer la prise de décision pour nous permettre d'allouer les ressources financières qu'il faut. Une déclaration adoptée d'ailleurs à l'unanimité et qui, selon Moussa Fakri Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, est un appel à accélérer la mise en œuvre des différentes résolutions depuis Malabo en 2014, entre autres. Il nous faut agir, et agir maintenant. C'est la quintessence de cette déclaration d'Abidjan. L'année 2022 reste marquée par une situation internationale particulièrement instable. La crise alimentaire et la crise énergétique qui se pose à tout le monde, mais particulièrement pour le continent africain. Cette situation interroge la conscience collective et surtout interroge les Africains. Il nous faut nécessairement nous mettre au travail pour inverser cette tendance et cela est possible. Pays hôte, la Côte d'Ivoire, notons-le, est à l'origine de ces assises dont le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain » a été proposé par le président Alassane Ouattara à CPR. En son nom, le vice-président Timoko Meillet-Koné s'est félicité des différentes contributions, somme toute enrichissantes. Nos travaux ont montré que notre continent dispose des ressources nécessaires qui pourraient être mieux valorisées et optimisées pour faire face à tous ces défis. À cet effet, je vous félicite pour la pertinence des thèmes discutés au sein des différents panels, à savoir le capital humain, la résilience nutritionnelle et alimentaire face aux chocs externes et internes, la mise en œuvre des engagements, les partenariats à développer et la mobilisation des ressources.
Nos échanges de la journée ont montré que beaucoup d'initiatives sont en cours dans nos différents pays pour améliorer la nutrition. Ces initiatives sont nécessaires notamment pour relever les défis liés à la qualité du capital humain, dont la nutrition est l'un des facteurs essentiels en vue d'en faire un levier de la prospérité partagée. Les assises d'Abidjan sur la nutrition et la sécurité alimentaire sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route continentale instituée par l'Union africaine en février 2022 lors de sa 35e session. L'objectif initial est de consolider les initiatives pour une meilleure politique de nutrition en Afrique. Également en titre de cette édition, les 10e journées de l'administration agricole délocalisée, JAD, se sont déroulées cette année dans le Moronou, à Bongouanou. Le Premier ministre Patrick Achi a réaffirmé l'engagement et le soutien de l'État ivoirien au monde agricole. Un reportage de Jean-Luc Bangbo et Adam Akere. Ils sont venus de toutes les contrées du Moronou et au-delà. Acteurs du monde agricole, défilant chacun avec les produits de leurs différentes exploitations. Personne n'a voulu rater cette occasion qu'offrent les journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD, de se rapprocher avec la tutelle, conduite ce jour par le Premier ministre, chef du gouvernement. On travaille au champ, on met le manioc en terre, le maïs en terre, et ça pousse et ça donne les fruits que vous voyez. On veut faire connaître au monde que les femmes aussi peuvent travailler comme les hommes. D'abord sensibiliser la population de Moronou de s'intéresser à cette culture, car la culture de Djem nourrit son homme. Et avec ses vertus, ça soigne même l'organisme. Et c'est très bon pour la santé. Les JIAD se présentent pour les structures d'encadrement, de conseil et de financement agricole comme le cadre idéal pour s'imprégner directement des difficultés du monde agricole. Il se peut qu'il y ait des préoccupations qui n'aient pas été résolues, qui n'ont pas trouvé de solution. Mais quand on est présent sur le terrain, qu'on fait des visites de terrain, qu'on parle avec les populations, qu'on parle avec la population agricole, les préoccupations qui ressortent sont analysées à chaud. Et maintenant, des décisions sont prises pour qu'on puisse les implémenter. Se rapprocher davantage du monde agricole, mais surtout donner un coup d'accélérateur au Programme national d'investissement PNIA. La mise en place de notre politique de développement agricole, PNIA 1 et PNIA 2, donc de deuxième génération, marche à merveille. Le président de la République nous a engagés dans la voie de la modernisation de notre agriculture. Et cela pour réduire les difficultés de travail des parents. Pour nous, la meilleure façon de réduire la pénibilité du travail, c'est de donner des moyens vraiment importants, des moyens modernes. Promotion de l'extension des zones de production, réforme du foncier rural ou encore bilan des différentes réformes entreprises depuis 2012. Telles sont également les missions assignées au JIAD. Il s'agit pour le gouvernement de se donner les meilleurs outils pour réaliser la révolution du secteur agricole ivoirien. Une révolution avec comme principal pilier la transformation. Dans cette transformation, l'État reste jouer un rôle primordial. Car pour réaliser cette révolution, il faut pouvoir accompagner nos filières et faire émerger nos champions nationaux dans l'agriculture et l'agrobusiness. Et cet accompagnement ira depuis les centres de recherche agricole jusqu'à la commercialisation sur le marché intérieur et extérieur. Je voudrais bien sûr inviter tous ensemble ces acteurs du secteur agricole, mais tous les acteurs et tous les cadres à s'engager avec le président de la République collectivement dans cette aventure patriotique, celle de la transformation du modèle de performance de l'agriculture et de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Pour une agriculture mieux structurée et plus résiliente, c'est le thème de cette édition des JIAD, marqué notamment par un important don fait par le Premier ministre au nom du gouvernement au monde agricole. Du matériel roulant, des intrants et du matériel de production d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Plusieurs acteurs du secteur ont également été élevés dans l'ordre du mérite agricole. On se rend maintenant à Paseo Maritimo de Malabo, où le président de la Guinée équatoriale a été investi jeudi. Le président du CESEC, le Conseil économique, social et environnemental,
représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara à la cérémonie. Le commentaire de Franck Kouadio. Réélu avec 94,9% des voix le 20 novembre dernier, le président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema, a été investi en présence de plusieurs de ses homologues et surtout les populations équato-guinéennes venues massivement de toutes les localités du pays. Chants et danses traditionnelles étaient au rendez-vous pour dire au président Obiang Nguema qu'il est en phase avec sa population. Après la lecture du procès verbal et les articles de la Constitution équato-guinéenne relatifs à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président a prêté serment et a juré poursuivre le processus de développement de son pays avec le soutien de ses compatriotes. En prêtant serment ce jour, je voudrais vous dire que je suis le président de tous les Équato-Guinéens. C'est donc dans l'union et la solidarité que nous allons réussir le pari du développement pour une vie heureuse dans notre beau pays. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était représenté lors de cette cérémonie par le docteur Ejenaka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, chargé de porter le message du président Alassane Ouattara. J'étais porteur d'un message que je me suis fait beaucoup d'honneur à transmettre au président Obiang Nguema. Et à son tour, heureux donc d'avoir reçu ce message de son ami, que dis-je, de son frère, m'a également transmis un message pour le président Alassane Ouattara. Mais le tout, on peut dire, s'inscrit dans un cadre amical, voire même familial, car ces deux personnalités s'estiment réciproquement. Outre les chants et danses traditionnelles qui ont meublé la cérémonie, l'on a assisté à un défilé pédestre et motorisé de toutes les forces de sécurité et de défense de la Guinée équatoriale. Défilé bien apprécié par le président Obiang Nguema et ses invités. Retour à Abidjan et direction à l'Assemblée nationale où 3 projets de loi ont été adoptés en commission. Ils portaient sur la classification et l'immatriculation des routes, la ratification de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et le 3e projet de loi sur le statut de réfugié. Un reportage de Régis Kofi. 2 projets de loi au centre des échanges. Le premier concerne la classification et l'immatriculation des routes. Il a été présenté par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il va y avoir donc des routes nationales et des autoroutes. Il va y avoir des routes au niveau des départements, donc on appelle des routes D. Il va y avoir des routes au niveau des communes et il va y avoir des routes privées. Ultérieurement, lorsqu'on va faire la décentralisation, les routes qui sont d'intérêt national, on saura qui les gère. Les routes qui seront d'intérêt départemental, on saura qui va les gérer. Les routes d'intérêt communal, on sait que ce seront donc du ressort des communes. Le second projet de loi examiné par les députés porte sur la ratification de l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. La résultante, c'est un transfert de pouvoir dans le cadre du recouvrement des avoirs illicites. Dans les faits, au lieu que ce soit l'agent judiciaire du Trésor qui est devenu l'agent judiciaire de l'État qui assure la gestion et le recouvrement des avoirs criminels, c'est-à-dire tous les avoirs qui sont saisis et confisqués par les juridictions, ça sera l'AGRAC, la structure qui a été créée à cet effet. Et donc ces attributions reviennent à une structure totalement indépendante, c'est un établissement public de type particulier. Autre projet de loi adopté en commission, cette fois par les députés, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, le projet de loi portant statut des réfugiés. Il comporte 36 articles regroupés en 6 chapitres qui fixent les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d'asile. Le réfugié ou le demandeur d'asile devrait jouir des droits fondamentaux attachés à la personne humaine proclamés par la Charte des Nations Unies, à l'exception de ceux exclusivement liés à la qualité de citoyen ivoirien, article 13. Le réfugié bénéficie, entre autres, du droit d'exercer une activité professionnelle, du droit de contracter mariage, du droit de ne pas faire l'objet de poursuites pénales du fait d'avoir tenté d'entrer ou de se trouver en Côte d'Ivoire en violation des lois et règlements sur l'immigration. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte sur son sol 2401 réfugiés issus d'une trentaine de nationalités.
Ces projets de loi examinés ce jeudi ont tous été adoptés à l'unanimité. Après New York en septembre dernier, le comité directeur du haut niveau de l'ODD 4 se réunit à Paris, dans la capitale française. Il va plancher sur la nouvelle feuille de route pour l'éducation post-Covid-19. Les représentants des 6 régions du monde veulent ainsi s'accorder sur les nouveaux indicateurs à mettre en œuvre afin de mieux valoriser l'éducation dans le monde entier. La ministre Mariatou Koné représente le continent africain. Mamadou Kwasi. Une rencontre de haut niveau sur les ODD 4 dans les locaux de l'UNESCO à Paris. Le comité directeur, considéré comme le conseil d'administration de l'éducation dans le monde, planche sur l'avenir de l'enseignement à l'horizon 2030. Une préoccupation qui est en 4e place sur la liste des ODD, ou encore objectif du développement durable. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas lutter contre la faim. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté. S'il n'y a pas d'éducation, on ne peut rien faire. Alors l'avantage que nous avons, c'est le soutien de l'Union africaine qui a décidé que 2024 soit l'année de l'éducation. Pour la mise en œuvre, la feuille de route recommandée par le sommet de la transformation de l'éducation, 7 indicateurs ont été privilégiés. Au nombre de ces indicateurs, 3 défendus par la ministre Mariatou Koné, porte-parole du continent africain. Le premier indicateur, c'est celui de la transformation numérique ou la transformation digitale. Le deuxième, c'est l'éducation verte. Le troisième indicateur porte sur la participation des jeunes, la prise en compte des jeunes. Les représentants des 6 régions du monde et les partenaires financiers et techniques s'accordent sur l'inclusion et la valorisation de l'éducation ainsi que celle de la fonction enseignante. Et puisqu'on parle d'éducation, le dossier Vidici de la rédaction de RTI 1 s'intéresse ce vendredi au phénomène de congés anticipés, un phénomène qui intervient généralement dans le mois de décembre, selon le calendrier officiel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'an dernier, par exemple, les élèves fauteurs de troubles avaient été sanctionnés par le gouvernement. Ainsi donc à la question de savoir si le phénomène est totalement maîtrisé. Je vous invite à suivre ce dossier réalisé par Evelyne Dioboué, Mohamed Khalid Diomandé et Serge Koléa. Et ça recommence. Le phénomène des congés anticipés refait surface à peine le mois de décembre a débuté que certains élèves se signalent. C'est le cas à Bonois ou encore Yopougon. On croyait pourtant le mouvement maîtrisé. Retour sur les faits. En 2021, dans la même période, environ 70 collégiens et lycéens sont interpellés. Ils seront internés au centre de service civique de Bembresso pendant 2 semaines. 2 semaines de redressement à l'issue desquelles les meneurs du mouvement font amende honorable. Madame le ministre, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. Nous savons en âme et conscience que nous avons agi dans le mal et dans l'esprit groupal et nous regrettons amèrement ce que nous avons fait. Et pour cela, nous demandons pardon aux yeux de la population ivoirienne. Visiblement, la leçon de Bembresso n'a pas été bien assimilée. Dans la commune d'Abobo, l'Organisation pour le social, l'éducation et le développement mène des actions de lutte contre les congés anticipés. Ce matin, le président et son équipe organisent une caravane de sensibilisation dans les écoles. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement et quelques éléments font partie de la délégation. Ce que nous demandons au ministère de l'Éducation nationale, c'est de prendre des mesures très fermes afin d'éradiquer ce fléau dans nos différents établissements. Le commissaire adjoint du 21e arrondissement a notamment insisté sur les dangers des manifestations violentes, les risques et sanctions auxquels s'exposent les contrevenants et leurs complices. Dans les communes de Port-Boué et de Koumassi, le Conseil ivoirien de la jeunesse aborde le même sujet à travers des conférences. 2 thèmes sont abordés, la tricherie et la drogue en milieu scolaire et les jets de pétards et congés anticipés. Désormais, si on les voit dans ce genre de situation, ils seront interpellés. Donc c'est pour cela que nous faisons d'abord la sensibilisation. S'ils ont compris, tant mieux. S'ils n'ont pas compris, je crois que la loi fera son reste. Les patrouilles sont multipliées, nous anticipons sur les choses. Et donc à l'intérieur des quartiers, les cyber, les vidéoclubs, nous les sillonnons. Des élèves qui sont en tenue, qui fréquentent cela à des heures de cours, nous les prenons. Et donc
c'est le lieu de leur dire de se conformer à ce qui a été dit et qu'ils soient sages. Pendant les congés, ils auront le temps de bien s'amuser. Cet établissement est souvent victime du phénomène des congés anticipés, nous dit-on. Chaque année, nous sommes victimes de ce phénomène. Nous avons poser des caméras dans l'école pour pouvoir reconnaître ceux qui nous attaquent chaque année. Et on a eu affaire souvent à la justice avec certains élèves. Depuis quelques années, avec tout ce dispositif que nous avons mis en place, avec les conseils que nous avons donnés à nos élèves, ce phénomène a un peu diminué. Dans cette campagne de sensibilisation, les membres du gouvernement se montrent tout aussi déterminés. La traditionnelle cérémonie éclatée d'honneur à l'emblème organisée tous les premiers lundis du mois dans les lycées et collèges a été essentiellement consacrée au congé anticipé. Au lycée moderne de Koumassi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique appelle au respect des dates indiquées. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. On a vu des élèves agresser des professeurs. On a vu des élèves agresser des élèves. On a vu des élèves lancer des cailloux contre les forces de sécurité. Les jeunes qui sont donnés donc à la violence, les 2 semaines de Noël, ils ont passé ça dans le centre de Bembresso avec les militaires et les gendarmes. C'est ce que vous voulez? On ne veut pas vous prendre et vous mettre dans le centre de service civique pour ne pas que vous ayez à faire des congés anticipés. C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre, ils vont passer les 2 semaines dans les centres de service civique à Bembresso ou à Boaké ou à Guingreni dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, le système éducatif ivoirien est confronté au phénomène des congés anticipés. En 2021, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé l'opération Zéro congé anticipé. Cette année, selon le calendrier établi par la tutelle, les congés de Noël sont fixés au vendredi 23 décembre. Les cours reprendront le 9 janvier 2023. Un document à revoir sur RTI 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré des étudiants des UFR mathématiques et informatiques. Pendant 2 heures d'horloge, Adama Diawara a tenté de comprendre leurs difficultés. Il s'agissait pour lui de comprendre le faible taux de réussite de ces derniers aux différents examens. C'est Forazegui. Les filières scientifiques en Côte d'Ivoire sont en difficulté depuis des décennies. Sur un effectif de 273 866 étudiants en 2020-2021, seulement 3 088 sont inscrits dans les unités de formation et de recherche UFR de mathématiques. En plus de leur nombre insuffisant, le taux de réussite aux examens est très faible. Pour preuve, en 2019-2020, sur 256 bacheliers orientés en physique-chimie, seulement 2 ont validé la totalité de leurs unités d'enseignement de première année, soit un taux de 0,78%. Rencontre donc de Adama Diawara avec les étudiants des filières scientifiques de l'université de Cocody pour mieux comprendre le phénomène. Venus en grand nombre, ces étudiants donnent quelques raisons de ces échecs massifs. Nombre pléthorique d'étudiants dans les amphithéâtres, insuffisance du personnel administratif, mauvais état des amphis et TD, démotivation des enseignants, maquette pédagogique pas bien structurée et indisponibilité du calendrier académique dès le début de la rentrée. Voici en substance les différents problèmes qui influencent négativement les résultats selon les étudiants. Nous avons le problème de la méconnaissance même du système dans lequel nous sommes présentement. Il faut dire que nous sommes dans un système LMD, mais nous ne connaissons pas le système LMD dans son entièreté. Et nous sommes aussi dans les conditions précaires sur l'espace universitaire. Cette visite de Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus de décrisper l'atmosphère, vient trouver des solutions aux problèmes existants dans les UFR, SSMT et Matinfo. Nous sommes dans des UFR où les taux de réussite aux examens sont très bas. Cela induit un certain nombre de conséquences, notamment le manque d'enseignants de mathématiques et de physique à tous les niveaux du système éducatif, dans les collèges, dans les lycées comme à l'université. Alors donc aujourd'hui, nous avons passé en revue les raisons qui font que les taux de réussite sont très bas en mathématiques et en physique. Et dans la foulée, nous avons vu ensemble les solutions que nous pouvons adopter pour faire en sorte que ces taux-là se relèvent. Donc je pense que les échanges ont été assez fructueux en la matière
Et petit à petit, nous allons appliquer un certain nombre de stratégies qui ont été élaborées au niveau du ministère. Des stratégies qui font appel à pas mal de réformes qu'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. L'une des causes majeures, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, demeure l'insuffisance de l'acquisition de connaissances en venant du lycée, la nouvelle méthode d'enseignement, les nouvelles méthodes d'évaluation et les problèmes sociaux, entre autres. Au thème des échanges, Adama Diawara exhorte les étudiants à s'inscrire sur la liste électorale afin de participer aux prochaines échéances électorales. Autre chose à présent, le premier des 19 câbles de 5 tonnes chacun devant soutenir le pont de Cocody, également appelé 5e pont d'Abidjan, a été posé ce vendredi. C'était en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, qui se dit satisfait du délai d'avancement des travaux de ce pont. On fait le point avec Dangui Dangui. 5e pont ou pont de Cocody. Le taux d'exécution des travaux est de l'ordre de 91%. A révélé le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à l'issue d'une visite sur ce chantier. Visite au cours de laquelle Amédée Kouakou a assisté à ce qu'il a appelé un moment important du chantier, à savoir la pose du premier câble sur les 19 qui devraient soutenir ce pont. Prévu pour finir fin décembre 2022, les travaux ont pris du retard. Les raisons. Actuellement, nous sommes à un taux d'avancement d'environ 91%. Il ne reste que 9%. Je pense que toutes les phases importantes du projet sont terminées. Nous envisageons avec l'entreprise finir vraiment toutes les phases techniques d'ici la fin du mois de février. Et puis en mars, éventuellement mettre l'ouvrage sous circulation. Nous préférons avoir un peu de retard, nous assurer que tout se passe bien, plutôt que de nous précipiter après avoir donc des éléments désagréables. Du reste, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dit être satisfait de la qualité de l'ouvrage et de l'état d'avancement des travaux. Interrogé par un journaliste sur les problèmes d'assainissement bien connus au niveau de la baie de Cocody, le ministre s'est voulu rassurant. L'assainissement, c'est un autre sujet que nous sommes en train de regarder avec tous les intervenants sur le projet. Ce projet a plusieurs composantes. Il y a le pont, il y a les échangeurs de l'Indénié, donc les voies sont terminées. Et il y a le gros problème donc, de l'assainissement qui n'est pas un problème qui est créé ici à la baie de Cocody, mais qui s'est créé en amont. Mais on va voir comment intercepter toutes ces eaux pour aller les traiter, les rejeter en mer. Mais ce sont les sujets qui sont en train d'être traités. Le pont de Cocody est un pont routier devant relier les communes de Cocody et du Plateau. C'est le 5e pont de la ville. Sa construction est financée à hauteur de 17,5 milliards de francs CFA par un prêt de la Banque islamique de développement. Santé maintenant avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi un nouveau cas de Covid-19 sur 314 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 9 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 892 cas confirmés, dont 87 055 personnes guéries, 830 décès et 7 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 656 694. Le 8 décembre, 172 020 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 22 462 190 doses du 1er mars 2021 au 8 décembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Et ce communiqué de la Commission électorale indépendante qui porte à la connaissance de la population ivoirienne en âge de voter que la période de recensement électoral est prorogée jusqu'au mardi 20 décembre 2022 à 17h30. Cette prorogation souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral concerne uniquement le recensement sur le territoire national, les conditions d'inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données
données personnelles demeurent inchangées. La commission électorale indépendante appelle par conséquent les Ivoiriens et les Ivoiriennes non inscrits et remplissant les conditions requises à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler. Fait à Abidjan le 9 décembre 2022 pour le président, le secrétaire permanent Kwame Adjumani-Pierre. Le processus de révision de la liste électorale est prorogé jusqu'au 20 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national, je viens de le dire. Et sur le terrain, la sensibilisation se poursuit également. À Odiéné, le ministre Adama Kamara fait du porte-à-porte. Il a déjà visité les 14 grandes familles de la ville, nous rapporte notre correspondant Kader Sogodogo. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, élu du Denguélé, est sur le terrain, méthode choisie, la carte de la proximité. Il va de porte à porte. À Odiéné, de jour comme de nuit, les 14 grandes familles ont été rencontrées et se sont engagées à travailler pour la réussite de l'opération. Après Odiéné, Béléban, Adama Kamara avec à ses côtés Sita Ouattara, député maire de la localité. Nous avons demandé aux parents de s'inscrire d'abord eux-mêmes qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale et de voir leurs enfants entre l'âge de 15 ans jusqu'à 18 ans de s'inscrire sur la liste électorale. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, dans le district du Denguélé, nous sommes les premiers. Le district du Denguélé doit donner l'exemple. Si vous dites que vous aimez le président de la République, si vous êtes conscient que le président de la République c'est vous, parce que sa maman vient de Béléban, il faut aller vous inscrire sur la liste électorale. De nombreux élus et cadres du Denguélé étaient de la délégation du ministre Adama Kamara. Musique à présent avec la deuxième édition du Bouquet Reggae Festival qui est officiellement lancé à Bouaké. Pendant donc 4 jours, la ville sera la capitale de la musique reggae. Des valeurs de paix, d'amour, de partage et de solidarité seront prônées par les organisateurs qui ont offert des cadeaux à plusieurs orphelinats de la localité. Un reportage sur au Corona à retrouver dans nos prochaines éditions. Et puis, hors du continent africain, le Trésor américain a publié ce vendredi 9 décembre une liste de 40 personnalités visées par des sanctions pour des faits de corruption et de violation des droits de l'homme. Et parmi les cibles de l'organisme de contrôle financier du département du Trésor, l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé en septembre 2021, il est accusé de grave violation des droits de l'homme pendant son mandat. Karim Keïta, le fils de l'ex-chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, est quant à lui accusé de corruption. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci également de rester sur RTI 1. Bonsoir.